oui, il y a toujours eu des fausses informations, il y a toujours eu des rumeurs. Et voilà, quand on parle des réseaux sociaux, etc., il faut aussi prendre tout ça avec des pincettes. Mais on voit que c'est vraiment le fait d'appartenir à des extrêmes politiques qui est corrélé, encore une fois, avec le fait de partager ces fausses informations. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papier Crayon. Après une longue période sans contenu, Papier Crayon revient sous un nouveau format. Des vidéos interviews de chercheurs de moins de 30 minutes. Dans ce nouveau format, nous explorerons de nombreuses thématiques liées à la cognition humaine. Pour ce premier épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir le docteur Sacha Altay, spécialiste des fausses informations. Bonjour Sacha, bienvenue dans Papier Crayon. Aujourd'hui, on va parler des fausses informations ou des fake news et de leur circulation. Et pour commencer, je vais peut-être te demander de te présenter à nos auditeurs. Salut Léa, merci de me recevoir, c'est un plaisir. Alors je m'appelle Sacha Altay, j'ai fait une thèse de sciences cognitives sur la mésinformation, les fake news, etc. En ce moment là, je suis post-doctorant à Oxford et voilà, je travaille sur la confiance, la mésinformation et avec un point de vue un peu journalistique maintenant, c'est-à-dire du point de vue des journalistes un peu. D'accord. Et pour commencer, peut-être pour que tout le monde soit d'accord sur ce qu'on entend par fake news ou fausse information, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de ce qu'est une fausse information? Alors moi souvent, je vais avoir envie de parler de mésinformation. C'est un terme qu'on n'utilise pas trop en français, mais qui est très utilisé dans la recherche en anglais, qui veut juste dire, en gros, des informations fausses ou misleading dans le sens qui sont trompeuses. Donc c'est des informations fausses ou trompeuses. Ensuite, tu vas me dire comment on définit quelque chose qui est faux ou trompeux. C'est compliqué. Sur des informations scientifiques, par exemple, souvent on regarde par exemple le consensus scientifique. Donc si ça va à l'encontre du consensus scientifique, bah, c'est faux. Trompeur, ça peut être par exemple des informations politiques un peu biaisées qui montrent qu'une seule partie de l'histoire ou qui omettent des parties importantes, donc ça va être trompeur. Mais honnêtement, c'est très compliqué. Enfin, pour aller plus en détail, ce serait vraiment une discussion philosophique trop complexe. Mais voilà, à mon avis, cette définition peut suffire au débat d'aujourd'hui. D'accord. Et peut-être pour ajouter un petit élément, est-ce que quand on parle de fausses informations, il faut qu'il y ait une intention de communiquer quelque chose de faux, ou est-ce qu'on parle aussi de fausses informations dont la personne n'est pas au courant que c'est une fausse information? Alors, justement, dans la littérature, c'est ça la différence entre la mésinformation et la désinformation. Donc, l'idée de la mésinformation, c'est que c'est des informations fausses qui sont partagées, peu importe un peu l'intention. Ou plus précisément, on va dire que la personne ne sait pas. Et disons que c'est pour ça que les chercheurs utilisent plutôt cette définition, parce que souvent, surtout par exemple quand on regarde en ligne, des gens qui partagent des informations fausses, c'est très difficile d'inférer les intentions qu'ils avaient. Parce que on n'a pas accès à ces personnes, on n'a pas accès à leurs états mentaux, etc. Donc c'est très difficile de savoir quelles étaient leurs intentions. Donc c'est pour ça que les chercheurs préfèrent le terme de mésinformation à désinformation. Alors que désinformation, c'est vraiment, il y a l'intention de nuire, et c'est ce qu'on retrouve souvent, par exemple, des fois, il y a des pays qui peuvent lancer des campagnes de désinformation, et le but, c'est vraiment voilà, de désinformer les gens. Et donc là, c'est très intentionnel, c'est très clair, mais ça, c'est un champ un peu différent, parce que c'est vraiment des acteurs souvent puissants, comme voilà, je sais pas, la Russie, la Chine, qui vont faire des trucs. D'accord, oui, c'est pas forcément ce qu'on entend par fausse information quand on voit ça dans les actualités. On est plus sur quelque chose d'intentionnel ou non intentionnel, peu importe. Et justement, quand on parle de fausses informations ou de mésinformations avec des personnes qui ne sont pas spécialistes du sujet, souvent les gens vont répondre: ah bah oui, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Est-ce que c'est un phénomène qui est nouveau? Est-ce que c'est un phénomène qui existait déjà mais qui a été accentué par les réseaux sociaux? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé mais juste on commence seulement à en parler dans l'actualité? Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question. Je vais commencer avec une première observation qui est que les gens, en général, ils surestiment à quel point les autres croient aux fausses informations. C'est un phénomène très bien renseigné qui est que on pense que plus précisément, les effets négatifs des médias, ils sont plus forts chez les autres que chez nous. C'est-à-dire qu'on pense que les autres, ils vont être plus influencés par la publicité, que les autres vont être plus influencés par toute forme d'influence négative, incluant les fake news, le blabla. Donc en gros, on a tendance à penser que les autres sont pas stupides, mais voilà, un peu plus influencés par ces fausses informations. Donc ça, c'est un phénomène général. Ensuite, est-ce qu'il y a toujours eu des fausses informations?
clairement, oui. Il y a même eu une époque où probablement il y avait très peu d'informations fiables. Disons qu'aujourd'hui, par exemple, il y a Wikipédia, enfin, il y a énormément d'informations fiables, mais il faut se dire que, je ne sais pas, avant l'avènement de la science moderne, la plupart des connaissances étaient très bancales. Et quand on regarde par exemple la médecine, avant la médecine moderne, en fait, la plupart des pratiques médicales, elles étaient juste nuisibles et il valait mieux ne rien faire que de pratiquer des médecines. Donc en fait, oui, il y a toujours eu des fausses informations, il y a toujours eu des rumeurs, même dans le journalisme. Il y en a qui se disent ah, le journalisme sensationnaliste, c'est nouveau, ça l'est pas du tout. Il y avait le journalisme yellow, le journalisme jaune, je sais plus comment ça s'appelle en français, peut-être comme ça, mais c'était vraiment des trucs très sensationnalistes et les gens ont toujours aimé les trucs un peu sensationnalistes, un peu faux. Donc ça a toujours existé. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est vrai qu'ils nous permettent de communiquer sans aucune friction presque. C'est très facile pour nous d'être créateurs. On peut devenir créateur sur TikTok, on peut créer du contenu très facilement, on peut partager du contenu à des millions de gens ou des centaines de gens, peu importe, très facilement. Donc ça, clairement, ça facilite la diffusion des informations, qu'elles soient vraies ou fausses. Ensuite, il y a des études qui montrent que bon, les réseaux sociaux favorisent plus la diffusion des informations fausses que des informations vraies. Je suis un peu sceptique de ces études, mais disons que, au mieux, c'est pas clair, voilà. C'est pas clair, est-ce que les réseaux sociaux favorisent le vrai ou le faux? Ensuite, il y a beaucoup d'études qui montrent des corrélations entre le fait d'utiliser les réseaux sociaux et de croire à des choses fausses. Mais il faut bien se dire que beaucoup de ces études sont corrélationnelles. Donc par exemple, c'est un sondage, on regarde, est-ce que les gens croient à des choses fausses? Est-ce qu'ils utilisent TikTok? Oh là là, bah, les gens qui utilisent plus TikTok, ils croient plus aux choses fausses. Sauf que tout ça, c'est corrélationnel. Et quand on essaie de mesurer causalement l'effet des médias ou des réseaux sociaux, c'est très compliqué. Et souvent, les effets sont tout petits. Au mieux, voilà, c'est des effets vraiment tout petits. Et quand je dis tout petit, les gens qui ne sont pas scientifiques, il faut s'imaginer encore plus petit que ça. C'est vraiment des effets minuscules. Donc, c'est pas très clair. D'accord. Peut-être tu peux nous rappeler la différence entre corrélation et causalité? Qu'est-ce qu'on peut en Oui. inférer de ces études-là? Bah, par exemple, on peut se dire que les gens qui utilisent plus TikTok, ils sont aussi plus jeunes. Enfin, ils ont tout un tas de caractéristiques qui peuvent être en fait causalement liées au fait de croire à ces choses fausses, sans que ce soit les réseaux sociaux en eux-mêmes. Donc, un lien de causalité, ce serait par exemple, je sais pas, ça se trouve que le fait d'être religieux, bah, ça fait qu'on croit un peu plus à certains types de croyances fausses. Et là, il va y avoir un rapport causal parce que quand on va mettre toutes ces variables dans un modèle ou qu'on va créer une expérience où on manipule ces variables, on va voir que c'est vraiment ça qui joue un rôle. Alors que des corrélations, en fait, quand on fait des sondages, si on n'a pas plein de variables, c'est très difficile d'estimer vraiment qu'est-ce qui cause quoi. Mmh. Oui, c'est comme, l'exemple de la glace et du nombre de meurtres, plus il y a, oui, c'est ça, plus il y a de glace vendue et plus il y a de meurtres, mais en fait, c'est pas parce que c'est corrélé qu'il y a un lien de causalité entre le fait d'acheter des glaces ou, le fait qu'il fasse chaud et le nombre de meurtres. Exactement. Et en sciences sociales, bon, c'est souvent très difficile d'établir des relations causales. Donc, il faut s'imaginer que souvent, en sciences sociales, en réalité, on parle de corrélations plus ou moins plausibles. Après, on peut se dire que, voilà, si elles sont bien établies par enfin, s'il y a des théories très plausibles qui sont derrière, on peut leur donner un peu plus de crédence. Mais souvent, c'est très difficile d'établir des liens causaux en sciences sociales. Donc, il faut toujours prendre ces trucs-là avec des pincettes. Et voilà, quand on parle des réseaux sociaux, etc., il faut aussi prendre tout ça avec des pincettes. Et là, tu nous disais, qu'il y a plein de facteurs hein, à prendre en considération. Est-ce que quand même il y a certains facteurs qui émergent des études scientifiques et qui nous expliquent un petit peu pourquoi est-ce que les gens peuvent avoir envie de relayer ces fausses informations? Oui, il y en a, il y a des candidats très, plausibles. L'un d'entre eux, c'est par exemple l'appartenance politique. En particulier, par exemple, en France, on sait qu'il y a beaucoup de fausses informations sur Twitter qui sont partagées par l'extrême droite. On en a aussi pas mal chez l'extrême gauche, mais on voit que c'est vraiment le fait d'appartenir à des extrêmes politiques qui est corrélé, encore une fois, avec le fait de partager ces fausses informations. Ensuite, est-ce que c'est ça qui joue un rôle causal? Sûrement un peu, mais il n'y a pas que ça, parce que ces gens-là, par exemple, ils ont aussi les extrêmes politiques, ils ont moins confiance en les institutions souvent, et on sait que voilà, la faible confiance envers les institutions est corrélée avec le partage des informations fausses. C'est très fortement corrélé. Et donc ça, c'est un facteur très fort. Donc là, je parle des facteurs au niveau individuel. Donc je dirais que ces deux-là sont peut-être les principaux pour moi. Euh, mais après, il y a aussi des facteurs, par exemple, au niveau des pays. Donc, par exemple, on voit qu'au niveau des pays, les pays où il y a le plus de corruption, les gens croient le plus aux théories du complot. Donc, par exemple, au Moyen-Orient, en Afrique, etc., il y a plus de croyances aux théories du complot que dans les pays scandinaves, par exemple.
Donc ça, c'est un facteur. On voit aussi que la polarisation politique, c'est un facteur de croyances fausses au niveau des pays. Plus un pays se polarise politiquement, plus les gens croient à des informations fausses. Encore une fois, voilà, quel est exactement le lien causal? Tout ça, c'est compliqué, mais disons que c'est des corrélations plausibles. Enfin, c'est des corrélations, mais est-ce qu'il y a un lien causal? C'est plus compliqué. Mais vraiment, il y a tout un tas de facteurs et disons qu'il n'y a pas de consensus clair. Ouais, je dis qu'il n'y a pas de consensus clair, mais je viens de faire un sondage sur 150 experts qui travaillent sur la mésinformation, et quasiment tous, genre 98% d'entre eux, disaient que l'identité politique était un facteur qui explique le partage et la croyance dans la mésinformation. Donc voilà, à mon avis, ça, c'est assez clair, que l'identité politique est très importante. D'accord. Donc là, on est sur le profil des personnes qui vont partager. Maintenant, à l'échelle individuelle, du coup, qu'est-ce qui peut pousser ces gens-là à partager? Est-ce que c'est un manque d'esprit critique? Donc eux-mêmes penseraient que ces informations sont justes et veulent les relayer. Est-ce que, peu importe que ce soit juste ou pas, c'est l'envie de faire partie d'un certain groupe? Donc un peu des questions euh, de vie sociale, en fait, rejoindre un groupe qui serait pas mal exposé sur les réseaux. Est-ce qu'il y a des études qui s'intéressent à ces questions-là? Oui, alors il y a plusieurs possibilités, j'en mentionne 2. Il y en a une, par exemple, c'est, montrer qu'on est un bon membre de notre groupe, donc on a envie de partager des trucs, on est à gauche, donc on partage des trucs, pro, gauche, donc juste pour montrer aux gens de à nos contacts: «Regarde, je suis un bon militant, de gauche», voilà, ça c'est une possibilité. Il y en a une autre, c'est, heu partager des informations qui vont contre, par exemple, la droite, quand on est de gauche, et ça, c'est un peu différent. Donc c'est vraiment, pour, dire: «Ah regardez, c'est vraiment des salauds, ils sont méchants», et cetera. Donc ça, c'est un autre type de partage qu'on voit. Heu, Ensuite, est-ce que la vérité, compte dans ces cas-là? Pas énormément. En tout cas, nous, par exemple, on avait fait une étude sur Twitter en France, et les gens d'extrême droite qui partageaient beaucoup de fake news, enfin d'informations fausses, qui ont été fact-checkées fausses, ils les partageaient massivement. Par exemple, des fois, on voyait qu'ils trouvaient une nouvelle page, qui leur plaisait, et ils retweetaient, 30, nouvelles. Donc évidemment qu'ils n'avaient pas lu les nouvelles, évidemment qu'ils n'avaient pas vérifié, des fois, je pense qu'ils ont même pas lu le titre, ils se sont juste dit: «Bon, bah, j'aime bien cette source, elle partage des trucs qui vont dans mon sens, j'aimerais que les gens y soient exposés, je vais partager tout ça». Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de types de partage où la vérité est complètement secondaire. Et sur les réseaux sociaux, la vérité est souvent secondaire. Enfin, c'est rare que sur les réseaux sociaux, le but, mais en général, en fait, la communication humaine, le but, c'est pas toujours de trouver la vérité. Souvent, on communique pour, créer des liens sociaux, pour, faire tout un tas de choses. Enfin, la communication humaine est très riche, très complexe, et il y a des espaces, évidemment, sur les réseaux sociaux où le but, c'est de trouver la vérité, mais la plupart des espaces sur les réseaux sociaux, c'est pas de trouver la vérité. Quand on scrolle sur TikTok, notre but, c'est pas de trouver la vérité souvent. Et juste pour rebondir sur, l'esprit critique, c'est intéressant, mais c'est un concept très compliqué. Il y a énormément de définitions, il y a pas de consensus super clair. Hem, Moi, je suis pas extrêmement fan de beaucoup de définitions, du concept d'esprit critique, et on voit par exemple que les gens qui croient le plus en, par exemple, des théories du complot, ils se revendiquent de l'esprit critique et ils se disent qu'ils ont un esprit critique, et j'en parlais avec un, hier par exemple, et il me disait: «Mais fais tes propres recherches». Et je lui disais: «Bah, justement, non». Il me demandait: «Est-ce que tu es expert des vaccins?» Et je lui disais: «Bah, j'ai créé un chatbot pour informer les gens sur les vaccins, et cetera, mais je suis pas du tout un expert». Genre, jamais je dirais que je suis un expert, et donc je vais toujours, déléguer, ma croyance, donc croire par délégation. Je vais regarder, par exemple, je lui disais: «Regarde Wikipédia». Tu tapes les vaccins sur Wikipédia et ça va être beaucoup plus fiable que n'importe quelle recherche, quasiment, que tu pourras faire, et donc je lui ai expliqué que, bah, il fallait être humble, et sur la plupart des sujets, il faut croire par délégation, et la question, c'est qui croire, à qui faire confiance. Et souvent, les gens qui croient en des théories du complot, vu qu'ils n'ont pas beaucoup de confiance dans les institutions, ils vont croire, des sources de réinformation ou des trucs comme ça, et ça va être faux. Alors qu'en fait, s'ils étaient allés sur Wikipédia, bah, ils auraient eu, «la bonne réponse» entre guillemets, ou en tout cas, ça aurait été beaucoup plus fiable que n'importe quelle recherche qu'ils auraient pu faire. Donc là, tu parles du fait d'avoir peu confiance en certaines sources. Est-ce qu'il y a d'autres critères? Comment est-ce que tu définirais le profil un peu typique des personnes qui sont susceptibles de croire aux fausses informations? Mais je dirais que clairement oui, la faible confiance, et par les institutions, je veux dire, pas seulement l'État, mais aussi souvent il y a les médias, en fait. Ou ce qu'ils appellent les médias mainstream, donc en France, ça va être pas France 2, mais en Angleterre, ça va être la BBC, aux États-Unis, ça va être le New York Times, et
Donc clairement, déjà, les gens qui croient à la mésinformation, souvent, ils font pas confiance en ces sources-là. Ils vont dire que c'est faux, ce qu'ils disent. Et on voit que Trump, par exemple, l'avait utilisé. Trump disait, bon, bah voilà, les médias mainstream aux États-Unis, le New York Times, c'est des fake news. Ils sont faux, faut pas les écouter, etc. Évidemment que c'est super dangereux parce que du coup, on peut pas tenir responsable Trump pour ses actes s'il y a personne qui reporte ses actes, etc. Donc évidemment, voilà. Donc ça, à mon avis, c'est central, la faible confiance. Ensuite, après, il y a vraiment plein de variables. Aux États-Unis, par exemple, contrairement à ce qu'on peut penser et contrairement à ce que beaucoup de sondages montrent, quand on regarde sur Facebook qui sont vraiment les gens qui partagent des informations fausses, c'est beaucoup des vieux en fait. Et des très vieux, par exemple, plus de 65 ans. Voilà, ils sont pas non plus super vieux, mais plus de 65 ans. Et Ça souvent, ils fait sont plus aussi très certaines politisés. personnes. Et ils sont aussi souvent très politisés. Donc en gros, c'est des vieux politisés. Et un truc qui est marrant, c'est qu'en fait, les vieux, ils partagent beaucoup plus de choses. En gros, quand on regarde le ratio de ce que les gens partagent comparé à ce qu'ils voient, les vieux partagent beaucoup plus de choses. Donc, je sais pas, on va dire, ils partagent à peu près un truc sur 5 qu'ils voient, alors que les jeunes, par exemple, ça va être plutôt un truc sur 10 qu'ils voient. Et donc en fait, les vieux ont l'air un peu moins discernants, ils partagent un peu beaucoup de choses. Et il y a des hypothèses qui disent par exemple que, bah, en fait, arrivé à un certain âge, quand on sort du marché du travail, on s'en fout un peu de sa réputation et on partage un peu n'importe quoi. Il y a d'autres hypothèses qui disent que aussi leurs réseaux sociaux sont souvent beaucoup plus petits, ils ont beaucoup moins d'amis, etc. Donc en fait, ça a beaucoup moins d'impact, ces partages. Et il y a d'autres hypothèses qui disent qu'ils partagent aussi beaucoup de nouvelles, les vieux, juste pour créer de la discussion. Donc ils vont par exemple envoyer des trucs pour générer de la discussion. En gros, les vieux, ils cherchent beaucoup le lien social, parce que souvent ils sont seuls en fait. Plus t'es vieux, moins t'as de relations sociales, moins tu vois tes amis, etc. Donc ils cherchent des gens avec qui parler. Et, peut-être que partager des fausses informations les aide à trouver des gens avec qui parler. Ok. Et est-ce qu'on sait à peu près, est-ce que ça touche beaucoup de personnes, ces fausses informations? Est-ce que la plupart des personnes, en fait, les voient et ne les prennent pas en considération et ça n'a pas vraiment d'impact sur elles? Quel impact ça a sur les utilisateurs de réseaux sociaux? Alors, est-ce que ça touche beaucoup de personnes? C'est compliqué. Parce que ça dépend vraiment de comment on le mesure. Je pense que moi, par exemple, j'ai fait une étude pas mal pour essayer de mesurer ça dans 4 pays. On l'a fait en France, en Angleterre, aux États-Unis et en Allemagne. Et on avait vraiment beaucoup de sources, que ce soit d'informations ou de mésinformations. En tout, on en avait plus de 4000. On a regardé un peu justement à quel point est-ce que les gens en consommaient. Et bon, il n'y a pas que mon étude. Mais j'aime bien mon étude parce qu'elle est dans plusieurs pays, alors que les autres, souvent, c'est que dans un pays et on a beaucoup de sources. Mais en gros, ce que trouvent ces études en général, c'est que les gens consomment très peu d'informations fausses ou peu fiables. Et vraiment, dans mon étude, c'est pas juste les informations fausses, c'est tout ce qui est peu fiable. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des standards journalistiques ou des standards de vérité très forts. Donc, par exemple, ils ne vont pas faire un travail journalistique poussé, ils ne vont pas corriger leurs erreurs, etc. Donc, quand on regarde ça, on voit que les gens, enfin, ça représente à peu près 5%, par exemple, des news que les gens consomment, des informations que les gens consomment. Et c'est très bas et on trouve ça à peu près dans tous les pays. Il y a quelques différences entre les pays. Mais en gros, cette consommation est faible, mais il faut la replacer dans le contexte du fait que, en général, les gens consomment aussi très peu de news, en fait. En général, la plupart du contenu que les gens consomment sur Internet ou sur les réseaux sociaux, ce n'est pas des informations vraies, fausses ou des news ou quoi, c'est juste de l'entertainment, enfin voilà, du divertissement ou des choses comme ça. Donc il faut aussi replacer le fait que voilà, même les news, c'est tout petit en fait. Donc les fausses news, c'est vraiment encore plus petit et c'est vraiment minuscule. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une toute petite partie des gens qui représentent la majorité de la consommation et du partage des fausses informations. C'est très, très. Il y a un groupe très actif de gens voilà, qui sont super actifs et là, D'accord, donc en bref, fait, comment c'est le terme. sur la plupart des gens consomment peu d'informations, qu'elles soient vraies ou fausses, et après, il y a Ouais, des petites niches, des petits sous-groupes de la population qui potentiellement ont des critères comme la polarisation politique, l'âge, etc., qui, eux, vont avoir une surconsommation de ces fausses informations et qui vont être ceux qui représentent un petit peu cette circulation de l'information, c'est bien ça. exactement. Exactement. Et, c'est particulièrement fort pour les fausses informations. Donc, D'accord. on a vraiment, enfin, les gens qui consomment les fausses informations, ils sont vraiment plus actifs, ils sont plus particuliers que les gens qui consomment beaucoup de vraies informations, par exemple. Ils sont vraiment très actifs.
Donc ils sont D'accord. surreprésentés un peu sur Internet. Parfois, on peut en voir beaucoup et on se dit: «Oh là là, ils sont partout», alors qu'en fait, c'est juste un petit nombre de gens, super actifs, quoi. Donc faut OK. pas aussi se laisser, avoir par, l'impression qu'on a parfois des commentaires, des réseaux sociaux ou quoi et on se dit: «Oh, il y en a des millions, en fait», alors que non, en fait, ça se trouve, enfin, on le sait, en fait, il y en a très peu et ils sont juste super actifs, ils sont partout. Mmh. Ouais, ils sont très représentés parce qu'on les voit partout, mais c'est pas pour autant qu'ils sont très nombreux. Et tu Ouais. parlais de ton expérience. La plupart du temps, quand on parle d'expérience en sciences, les gens s'imaginent un laboratoire avec des paillasses et une blouse blanche. À quoi ça ressemble? Comment est-ce qu'on fait pour, étudier les fausses informations? Bah, alors nous, typiquement, enfin juste là, par exemple, l'expérience dont je te parlais, dans plusieurs pays, là, en gros, on a juste combiné plusieurs bases de données. Donc en gros, on a combiné Facebook, parce qu'on peut avoir des données Facebook, elles sont pas parfaites, mais on a encore accès à ces données, disons. Donc on a combiné des données Facebook avec des données, d'une compagnie, qui paye des gens pour, avoir accès à, en gros, à leur ordinateur, leur téléphone, tout ce qu'ils font là-dessus. Et on l'a combiné avec, une entreprise qui évalue la fiabilité de sources, d'énormément de sources. Donc on a combiné tout ça et ensuite on a fait des statistiques, on a visualisé un peu ce qui se passait, mais c'était principalement un travail descriptif. Donc le but, c'était de dire, qu'est-ce qui s'est passé? Après ce travail-là en particulier, c'était sur la pandémie. On voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé en particulier pendant la pandémie. Donc on a fait des modèles statistiques pour regarder est-ce que vraiment il y a eu un changement drastique pendant la pandémie? Et ce que nos modèles ont montré et ce qu'on voyait sur les données, c'est que, il y a eu une augmentation de la consommation d'informations pendant la pandémie, mais que ça a bénéficié principalement aux sources les plus fiables, comme, je sais pas, France 2, la BBC, le New York Times, et que les sources d'informations les moins fiables, elles ont le moins bénéficié, de cette augmentation. D'accord, donc vous collectez des données qui existent déjà, donc par Ouais. exemple sur Facebook, des choses comme ça. Ensuite, il y a un travail descriptif de comprendre quelles sont les thématiques que l'on retrouve dans toutes ces informations-là, qui sont quoi? Des messages, des posts? C'est quoi comme type d'informations? Nous, là, en fait, c'était vraiment des données agrégées, c'était vraiment, à quel point est-ce que chaque mois, certains types de sites, reçoivent des visites et combien de temps les gens passent dessus. Donc ça, c'était des données agrégées, mais on a aussi sur Facebook combien d'engagements, de likes, shares, et cetera, est-ce que ces sites ont généré, chaque mois? Et en gros, on a juste combiné, plusieurs trucs comme ça et ensuite on a aussi ajouté une colonne qui était, bah, à quel point ces sites sont fiables et on a ajouté plusieurs critères, parce qu'il y a plein de critères sur lesquels ils sont évalués et donc on a regardé plusieurs critères. D'accord, donc pour chaque partage, interaction et cetera, vous saviez quel lien avait été partagé et est-ce que c'est un lien qui amenait vers un site qui était fiable ou non? Et c'est comme ça que vous avez pu regarder, les informations qui avaient été le plus ou moins partagées ou qui En avaient, gros, ouais. plus ou moins d'interactions. D'accord. On va arriver à la dernière question et cette question, c'est: est-ce que tu as des ouvrages à conseiller aux auditeurs sur la question des fausses informations, fake news, mésinformation? Hem, alors oui, bon, je suis un peu biaisé, mais il y a le livre d'Hugo Mercier qui vient d'être traduit en français, qui s'appelle, Pané de la dernière pluie, donc Hugo Mercier. En anglais, c'est Not Born Yesterday. Il y a aussi un livre pas mal de Chris Bale, qui s'appelle The Social Media Prism, donc le prisme des réseaux sociaux. Je sais pas s'il a été traduit en français, sûrement, qui est plutôt bien. Enfin voilà, les 2, enfin c'est très différent. Celui de Chris Bale, celui très rapidement, et il parle d'une petite expérience aussi qu'il a fait, qui est très intéressante. Et le livre d'Hugo Mercier est un peu différent, c'est plus théorique et bon, Hugo Mercier, c'était mon directeur de thèse, donc évidemment que le livre est beaucoup mieux, mais mais c'est intéressant. Disons que c'est une perspective qu'on n'entend pas souvent, notamment que les gens sont pas si stupides que ça et que, le problème, c'est pas que les gens croient trop d'informations fausses, mais plutôt qu'ils n'acceptent pas assez d'informations vraies et c'est quelque chose que je pousse en ce moment, car je pense que c'est, le problème principal. C'est pas que les gens croient n'importe quoi, mais c'est que les gens, aujourd'hui arrivent, plus à faire assez confiance à des bonnes sources d'informations comme Wikipédia ou France 2 ou la BBC. Super, bah, merci beaucoup Sacha d'avoir accepté cette invitation. Bah, de rien, c'était un plaisir.